Alors bonjour et merci de votre invitation. Donc je suis Isabelle Arvert, je suis commissaire d'exposition art et jeux vidéo. Et je commence ma présentation en vous invitant à aller sur mon site internet isabellearvert.com parce qu'en fait, ce dont je vais vous parler aujourd'hui est assez lié à un projet que je conduis depuis 3 ans qui s'appelle le Tour du monde art et jeux vidéo. C'est un projet que j'ai initié en fait plutôt dans les pays du Sud il y a 3 ans avec un focus sur les pratiques de femmes féministes, queer et décoloniales. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'inclusion et de diversité dans les jeux vidéo. Mais ce dont je vais vous parler voilà, est très lié à ce projet que je continue. D'ailleurs, je serai au Maroc pour une nouvelle étape du Tour du monde en novembre et au Cameroun en décembre. Voilà. Je voulais juste commencer par ça. Merci, oui. Et j'enlève ça. Et c'est reparti. Ouais, et... Play. Yep. Voilà, voilà. Alors, pour commencer, et je suis contente qu'il y ait quelqu'un de anciennement gamers, parce que je ne le savais pas, mais il s'avère que ce que je vais vous montrer, alors peut-être je vais enlever le son d'abord, et puis je le remettrai après. Ce que je vais vous montrer, en fait, c'est mon premier film, qui s'appelle Eyes Another, et qui en fait était une demande du Festival Gamers pour présenter une de mes expositions de machinima, qui sont donc des films faits à partir de moteurs de jeux vidéo. Et cette exposition en fait s'intéressait à la question de l'identité et de l'altérité dans les jeux vidéo. Et c'est vrai que moi la question que je me posais, c'est pourquoi l'autre. Alors on est en 2012, donc c'est vrai que ces sujets-là sont de plus en plus traités en Europe et aux États-Unis, mais voilà, c'est quand même un peu récent. Et à l'époque, je me demandais pourquoi l'autre était toujours un vilain, un terroriste, un ennemi. Et je me posais la question de pourquoi on ne pourrait pas avoir plus de collaboration, de coopération dans les jeux vidéo. Et je parlais en fait... que nous allons construire autour de nous-mêmes, toutes les fictions que nous allons raconter et qui vont écrire notre histoire. Voilà. Et en fait, ce que j'expliquais, et en me présentant comme un homme noir, parce que c'est comme ça que moi je me perçois à l'intérieur, pour différentes raisons, ce que j'essayais d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous fonde, c'est toutes les histoires qu'on peut raconter sur nous-mêmes. Et voilà. Voilà comme en guise d'introduction. Alors, puisque je vais parler d'inclusion et de diversité dans les jeux vidéo, d'abord je vais faire peut-être un petit rappel. C'est vrai que ces questions-là en fait ont été pas mal envisagées par les scholars, les chercheurs et les chercheuses d'ailleurs depuis pas mal d'années, et ont permis de montrer qu'en fait, même si il s'agissait d'une représentation qui n'était pas peut-être stéréotypée ou pas forcément bien représentée, cette représentation était quand même existante depuis pas mal d'années. Voilà, avec soit ce qu'on appelle des personnages non joueurs dans des jeux qui ont été évoqués juste avant, les jeux mainstream, ou alors dans des personnages. Mais il y avait très très peu finalement de héros ou de personnages principaux qui représentaient cette diversité. Jusqu'à ce que... Alors, je vais baisser un tout petit peu le son. Jusqu'à ce que Dontnod, qui est donc un studio de jeux vidéo français, sorte Tell Me Why, dans lequel voilà, un des deux protagonistes est transgenre. Et ce qui est intéressant pour ce jeu-là, c'est qu'en fait, il y a une vraie attention à ne pas stéréotyper cette question de la transidentité. Et donc, le studio a travaillé énormément avec une association pour éviter, voilà, pour éviter pas mal d'écueils qui sont souvent liés à cette représentation.
Alors, là, je vais emprunter et je vais citer une personne qui normalement aurait dû être avec moi aujourd'hui, Rumpel, qui est une game développeuse argentine et aussi journaliste, et qui écrit en fait dans un blog que je vous recommande, mais c'est en espagnol, qui s'appelle Matajuegos, et qui est donc une game développeuse non binaire et féministe, et qui a écrit un article qui s'appelle « Don't bury your gaze ». Alors, je redonne un peu de contexte. En fait, Rumpel parle de ces deux codes qui finalement, le Hays Code et le Comics Code Authority, qui ont en fait un petit peu défini les normes morales pour le cinéma et pour les comics, mais qui en fait ont continué à perdurer, même s'ils ne sont plus vraiment appliqués, qui ont continué à perdurer et à influencer en fait la production on va dire, de textes numériques. Et c'est vrai qu'en fait, même s'il y avait une présence, voilà, une représentation des communautés, on va dire des communautés queer, il y avait quand même souvent un petit peu un souci où finalement le personnage, même s'il était présent, ben, il finissait mal dans le jeu. Donc c'est pour ça que Rumpel a écrit cet article « Don't bury your gay », parce que si on veut parler de représentation, il faut vraiment analyser comment elle est présentée et ce qu'on veut faire passer comme message in fine. Voilà. Et puis, alors là, c'est pareil, ça commence à être daté. Là, je vais vous montrer un projet qui est sorti, je crois, à la fin des années 2000, de Anna Entropy, qui s'appelle Dysphoria, et que moi, j'avais encore montré dans le cadre de Gamers, dis donc. Hein, ouais, voilà, parce qu'à l'époque, vous m'aviez permis, en fait, de faire une exposition d'une compilation qui s'appelait The Pirate Cart, Pirate Cart, voilà, comme ça j'éviterai d'avoir un mauvais accent anglais, la Pirate Cart, qui était en fait une compilation de jeux par des développeuses plutôt américains d'ailleurs à l'époque. Et en fait, ça comprenait, je ne sais plus, presque 1000 jeux, et on les avait exposés dans une galerie d'art en mettant 3 ordinateurs connectés à des projecteurs, et comme ça, les gens pouvaient jouer à différents jeux, et ça permettait aussi de changer un peu le rapport au jeu. Voilà. Et dans cette compilation, en fait, il y avait des jeux d'Anna Entropy, et c'est comme ça que j'ai pu voilà, faire la rencontre avec son travail. Et je voudrais insister en fait sur ce livre qui pour moi devrait être une bible, voilà, qui s'appelle donc Rise of the Video Game Dynasties. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on parle de ces questions de représentation, très souvent, la plupart justement des chercheurs, mais aussi des curateurs et tout ça, on va parler en fait de la méreprésentation, d'une représentation stéréotypée. Et là, l'idée c'est que peut-être qu'il faut arrêter de laisser la main aux joueurs et aux joueuses pour presser ce qu'elle appelle le gay button et se dire qu'en fait on va aller plutôt privilégier, promouvoir, montrer des jeux qui sont faits par de plus en plus de personnes et qui vont permettre de traiter de différents types de narration, d'autres types d'esthétique. Et donc Anna Entropy invite tout le monde à se mettre à la création de jeux en disant que plus on aura de personnes différentes qui créent, plus on évitera d'avoir ce côté-là mainstream avec une esthétique. Moi, j'avoue que l'hyperréalisme me fatigue profondément et depuis très longtemps. En plus, on sait que ça demande énormément de ressources et tout ça. Donc voilà, pour plein de raisons, c'est vrai qu'il est important de s'intéresser en fait à ceux et à celles qui produisent des contenus. Et là, ce qui tourne donc en vidéo, c'est son jeu Dysphoria, qui est en fait le parcours de sa transition. Et c'est vrai que,
en tous les cas, à l'époque, ce n'était pas forcément un sujet large et librement traité. Et voilà, donc je pense que vraiment ce livre est une Bible. Voilà. Alors après, je vais commencer à vous parler un peu des projets que j'ai pu rencontrer pendant mon voyage. Et en s'intéressant là à celles et ceux qui produisent des contenus et qui se réapproprient la narration sur elle-même et qui changent ou pas, justement, la représentation, mais en devenant les propres initiateurs, initiatrices de leur narration. Alors, tout d'abord, un jeu que j'avais présenté dans une exposition qui s'appelait Games Reflections en 2013, je crois, de Mérite Copas, et qui était une genre d'alternative à Punk is Not Dead, et qui en fait consistait à se faire des hugs. Et c'est vrai que je commençais en vous montrant ce film que j'avais fait et cette réflexion que j'avais sur le besoin d'être peut-être plus dans de la coopération, de la collaboration, dans du care. Alors c'est pour ça que je commence avec le jeu de Hug Punks de Mérite Copas. Et puis, quand j'étais au Brésil pour le tour du monde à jeux vidéo, j'ai rencontré Renata Ropia, qui est l'initiatrice de la Women Game Jam, qui en fait a lieu dans toute l'Amérique latine. Et c'est elle qui coordonne, en fait, ou en tous les cas, il y a 2-3 ans, c'est elle qui coordonnait, parce que peut-être que mon info est plus aussi accurate, récente, pardon. Et qui, lors d'une Game Jam, a créé avec des amis un jeu qui s'appelle Coming Out Simulator. Et quand on a discuté de l'organisation de cette Women Game Jam, on a parlé aussi des questions d'inclusivité. Pourquoi ? Parce que vous le savez, dans certains milieux féministes, finalement, ça tend à être assez excluant. Puisqu'on va refuser, par exemple, les personnes transgenres. Et ce qui est pour moi extrêmement problématique, puisque normalement on devrait tous et toutes se serrer les coudes et non pas combattre les uns et les unes contre les autres. Et donc Renata m'expliquait qu'il y avait une forte attention portée à cette question-là pour être le plus possible inclusif. Et puis, puisque je parlais de Rumpel tout à l'heure, Rumpel a aussi créé un jeu de simulation lesbien qui vise à promouvoir une société non binaire et non discriminatoire. Donc je vous invite à aller sur son compte Itch, voilà, et à jouer à Kiss the Girl. Elle a aussi conçu pas mal de jeux féministes, par exemple en lien avec la loi sur l'avortement, puisque à l'époque, quand j'étais allée en Argentine, la loi pour permettre l'avortement n'avait pas encore été votée. Alors, pendant tout ce tour du monde et ce voyage, en fait, j'ai essayé de collaborer avec des artistes locales et avec les communautés. Par exemple, là, je vous ai mis un exemple d'un atelier que j'ai fait de Machinima à la Fondation Trans, donc, où j'ai travaillé avec des sex workers à Bogota. Et qui se sont dit en fait qu'elles pourraient utiliser les Machinima pour documenter les violences policières faites aux personnes trans. Donc voilà un exemple potentiellement de collaboration et d'échange. Et puis j'ai essayé aussi de m'intéresser en fait aux questions de féminisme, mais aussi de genre et d'identité dans d'autres comment dire, chez d'autres croyances. Parce qu'il s'avère que donc je fais une thèse sur la décolonisation de l'art et des jeux vidéo. Et quand on pose cette question
décolonisation, en fait, on s'intéresse à ce qu'il y avait avant les colonies, et en particulier, avant, potentiellement, il y avait d'autres croyances. Et c'est vrai que sur la question du genre, partout où je suis allée, que ce soit en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, et maintenant beaucoup en Afrique, puisque là, les 2 dernières années, j'étais surtout en Afrique, il s'avère que la perception du genre est totalement différente dans les croyances animistes. Et que, par ailleurs, il y a aussi d'autres perceptions et d'autres imaginaires interespèces, humains, non humains. Et ça, bien entendu, ça a des conséquences en termes de gameplay. Donc, j'ai déjà évoqué la question du care. Et je reviendrai sur d'autres aspects tout à l'heure. Alors, pour commencer à vous montrer peut-être des exemples de jeux que j'ai pu rencontrer sur mon chemin. No Longer Home, du duo Humble Grove, qui, en fait, donc, dans ce jeu, qui est un jeu plutôt autobiographique, cherche à montrer le quotidien. Et donc, à évoquer, mais de manière très, très light, la question queer, puisque en fait, dans ce jeu qui parle en fait des difficultés qu'on a à la fin d'un moment, là en l'occurrence c'était ils allaient quitter l'école, et donc c'était toute une colocation, ils allaient toutes et toutes se quitter. Et donc c'est vraiment quelque chose aussi sur la question de la dépression, des sujets qui ne sont pas forcément très, très souvent traités non plus dans le jeu vidéo, même si ça commence. Donc la question de l'identité queer est juste abordée par l'usage des pronoms Z. Voilà, et il y avait une volonté en fait de ne pas insister ou de ne pas stigmatiser, de ne pas stéréotyper, mais juste de montrer le quotidien, tout en potentiellement évoquer cette question. Et voilà, là, ce que vous voyez derrière moi, c'est justement la représentation de ces moments de dépression. Au Japon, j'ai aussi rencontré NP, je crois qu'elle s'appelle NP, qui travaille sous un pseudo, et qui en fait propose des visual novels, qui est un genre très répandu au Japon, et qui en fait essaye de se réapproprier des événements réels qui ont pu se passer par exemple à Tokyo. En l'occurrence, une femme trans qui s'était fait refuser d'un hot spring, d'un bain d'eau chaude. Voilà. Et en fait, ce qu'a voulu faire NP, c'est de reprendre cette histoire, mais de la revisiter de manière positive. Et si ça s'était bien passé, et si on pouvait, voilà, imaginer et proposer un autre type de monde. Quand j'étais en Thaïlande, j'ai eu la chance d'interviewer les personnes de la chaîne Roger Films, que je vous conseille. Alors bien sûr, je ne parle pas couramment thaïlandais, peut-être vous non plus, mais vraiment, elle est très intéressante à suivre. Donc, c'est une chaîne queer de jeux vidéo qui vraiment prône le fait qu'on peut être différent et être bon ou bonne joueuse. Ça peut paraître, encore une fois, ça peut paraître simple vu comme ça, mais c'est pas si évident. Quand j'étais en Corée, j'ai aussi interviewé des personnes féministes qui, pareil, ont témoigné plutôt sous anonymat. Et là, ces questions-là sont vraiment beaucoup plus délicates. Donc, en tous les cas, je vous vraiment recommande cette chaîne sur YouTube et je crois aussi sur Facebook. En plus, je trouve que l'esthétique est hyper intéressante. Au Brésil, j'ai pu rencontrer un collectif, alors qui à l'époque c'était un collectif d'étudiantes à l'université Alumbé Morumbi, qui travaillait en fait sur un jeu qui s'appelle Floresseur et qui visait à faire
comprendre, à faire mieux appréhender ce qu'est la vie d'une adolescente transgenre, et qui avait pour cela travaillé avec une maison je crois qu'on pourrait dire une maison de sex workers trans, pour, voilà, à nouveau, comme je l'expliquais tout à l'heure pour le jeu de Dontnod, éviter des stéréotypes, mais aussi montrer le quotidien et pas banaliser, mais comment dire? Oui, ce que j'ai pas envie de dire non plus, mais c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, c'est voilà, c'est de sortir de l'inconnu, voilà. Et bon, qui est un jeu pas forcément très gai, voilà, puisque il y a des moments où justement face à un monde qui est quand même encore très très binaire, eh bien, cette adolescente rencontre des soucis, mais pas que, heureusement. Alors, juste après, quand je les ai rencontrés, le même collectif, en fait, était en train de travailler sur un autre jeu qui s'appelle Bia, et qui avait justement envie de sortir de cette idée de stigmatisation, et de juste faire un jeu avec un gameplay voilà, on va dire reconnaissable, mais qui vise, ceci dit, à combattre les stéréotypes de genre. Vous voyez, le rose et le bleu. Voilà. Et puis, alors c'est un jeu qui est en train d'être... là, moi, j'ai testé la version de bêta-test il y a le mois dernier, qui est un jeu en fait conçu par un studio berlinois, mais dont le fondateur est aussi du Ghana, et maintenant partage son temps entre le Ghana et Berlin, qui s'appelle The Ouagadougou Chronicles, qui est un MMO, mais qui se base entièrement sur la mythologie africaine. Alors donc qui emprunte à pas mal de cosmologie, cosmogonie, plutôt d'Afrique de l'Ouest d'ailleurs, et qui a vraiment, qui a vraiment essayé de travailler sur la question du genre, en faisant référence au fait que donc ce qu'on entend très souvent, le discours ambiant, en tout cas en Afrique de l'Ouest, c'est que l'homosexualité, c'est une importation de l'Occident, et quelque chose que l'Occident cherche à imposer à l'Afrique. Mais il s'avère que, en fait, ce n'est pas vrai, que c'était bien sûr présent auparavant, et donc, en fait, ce jeu essaye de faire référence à ce qui était présent. Voilà, par exemple, il s'avère que dans la langue yoruba, et ça c'est, si vous voulez le lire, un livre qui s'appelle L'invention de la femme, qui en parle. Il s'avère que dans la langue yoruba, on n'a pas de féminin ou masculin. Et ça, bien sûr, ça a des incidences sur l'éducation et sur la perception des choses. Donc, il est important de se souvenir voilà, de ce qui était présent avant l'islam ou avant le christianisme. Ce qui m'a intéressée aussi en termes de représentation et de réappropriation de l'image et de son identité et de son histoire, c'est la question de la représentation des corps. Et quand j'étais au Kenya, j'ai pu interviewer Agnès Ndewa, qui travaille en fait sur un jeu qui s'appelle Lika's Journey, et qui tente en fait de faire prendre conscience, de la condition de la femme. Alors d'abord chez les Maasai, mais ensuite dans le reste de l'Afrique, et qui aborde les questions d'excision. Aussi sur la représentation de la femme, où
le fait de prendre une femme comme héroïne d'un jeu, ce qui, là encore, n'est pas si courant, alors qu'il s'avère que, alors là, on n'est plus en Afrique de l'Ouest, on est en Madagascar. Le jeu d'Ahalo, en fait, s'intéresse à un fait qui est en train de ruiner le sud de Madagascar, qui est en fait la question des voleurs de zébus. Ça a commencé comme ça, en fait, mais qui s'est un peu transformé en guerre civile. Et quand je leur ai demandé pourquoi ils avaient choisi une femme comme personnage principal, et ben, ils m'ont expliqué qu'en fait la plupart des hommes sont morts et qu'aujourd'hui ce sont les femmes qui défendent les villages. Et donc ce jeu parle de cette question-là. Mais quand j'ai discuté avec l'équipe, alors ils sont 4, avec une volonté d'avoir voulu faire un triple A. Bien entendu, ça a été compliqué. Et ça a été un peu mal reçu par le public, parce que bon, il y a des défauts, des bugs, et voilà. Mais pour autant, quand je les ai interviewés, ils m'ont dit que vraiment, et elles m'ont dit qu'ils avaient vraiment porté une attention particulière aux personnages féminins, dans l'idée de ne pas trop sexualiser le corps ni sa représentation. Et voilà. Voilà. Et puis, là, on passe à un autre type de question, c'est comment on peut réécrire sa propre histoire, comment on peut utiliser finalement les jeux vidéo pour rendre visible, pour documenter des choses qui ont été invisibilisées pendant le temps de la colonisation. Et il y a ce proverbe africain qui dit que tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne pourront que chanter la gloire du chasseur. Et ce jeu, donc Awa, qui est encore en cours de production au Sénégal, du studio Kaifo, est un jeu qui justement va baser toute sa narration sur la cosmologie sérère, qui est un des peuples fondateurs du Sénégal et qui a de grandes connaissances par rapport aux étoiles. Donc tout le gameplay est lié à ces connaissances-là. Au Ghana, à nouveau, je voyage un peu comme ça, le studio Letty Arts, qui est un des premiers studios sur le continent africain, lui, au départ, donc Ewam Taira, qui est le fondateur de Letty Arts, en fait, était un fan des Marvel, un fan de comics. Mais un jour, s'est dit, et si on avait nos propres héros et par exemple, on connaît l'homme araignée, eh bien, chez les Ashanti, vous avez un personnage qui s'appelle Anansi, je crois. Je ne voudrais pas me tromper parce que là, ce n'est pas écrit sur mes notes, mais qui est aussi représenté comme une araignée. Et donc, l'idée, c'est de, en fait, faire connaître les différentes cultures. Donc c'est un peu un jeu panafricain parce qu'on va retrouver des héros qui sont plus proches de la culture Maasai ou des héros qui sont plus proches des Ashanti ou des Dogons. Mais par exemple, juste, j'ai choisi cette slide parce qu'on parle souvent du wax, que je porte d'ailleurs, mais qui n'est pas du tout africain, alors que le kente, dont est habillé le héros, est vraiment un tissu brodé qui vient du Ghana. Donc, réellement africain. Alors, pour terminer, quelques solutions, quelques possibilités pour introduire plus d'inclusion et de diversité dans le jeu vidéo. Alors, c'est déjà le cas, encore une fois, bien sûr, ici, sauf que souvent, ça vient un petit peu comme le greenwashing. Voilà, dès qu'il y a un scandale en matière d'inclusion ou de diversité, bizarrement, juste après, il y a une cellule sur la diversité et l'inclusion qui se met en place dans les grands studios. Dommage que ça vienne après des scandales, mais tant mieux si ça arrive finalement.
Donc, quand j'étais au Brésil et en discutant avec Renata, elle m'expliquait que dans la plupart des gros studios indépendants à São Paulo, il y a des comités, des cellules de conseil pour éviter toute discrimination dans le studio. Voilà, ça c'est une possibilité. Il y a un fonds d'investissement pour plus de diversité qui a été créé, qui s'appelle Wings, donc, dans lesquels potentiellement ceux qui peuvent ou celles qui peuvent investir. Et puis moi, depuis très longtemps, mais voilà, je suis un petit point, rien du tout dans l'univers, mais je me bats pour que le jeu soit de plus en plus utilisé comme outil pédagogique. Et à ce sujet-là, je vous invite à retrouver une rencontre que j'avais faite avec Audrey Tang, qui est ministre du numérique à Taïwan, et qui a aussi, par exemple, traduit le jeu de Nick Kinkey's Coming Out Simulator. Et dans l'interview que j'avais faite pour Ouzbek Erika, Audrey parle principalement de tous les efforts qui sont faits à Taïwan en matière d'utilisation des jeux vidéo comme outil pédagogique. Voilà. Bon, je terminerai comme ça. Et c'était la première fois que je voyais des toilettes d'ailleurs neutres et ça faisait bien du bien. Merci. Bravo Isabelle, merci. C'est très bien, c'est fantastique. Moi j'en reprends pour encore une demi-heure. Mais peut-être reste 2 minutes si on a une ou deux questions, peut-être de longue nuance pour Isabelle. Oui, Dimitri. Ah oui, ce sont les jeux qui, on va dire les jeux, on va dire les plus mainstream, les jeux les plus joués. Et... Micro, pardon. Ah oui, pardon. Donc vous allez retrouver par exemple Call of Duty, FIFA, donc ce sont des jeux qui a priori en termes de qualité visuelle, technique, voilà, en tous les A, qui ont demandé des millions pour être produits et qui sont joués partout dans le monde, par tout le monde, et qui dominent l'offre. Fortnite. Oui, on peut situer, je sais pas, moi je viens de l'industrie du jeu vidéo et on considérait qu'un AAA, c'est à partir de 20-30 millions de dollars. Voilà. Donc, si vous avez 20 ou 30 millions de dollars à investir dans votre production culturelle, vous pouvez faire une œuvre d'art en AAA. C'est-à-dire, jusqu'à présent, personne n'a réussi. Et c'est vrai que le jeu d'Halo avec 4 personnes avait la volonté de faire ce type de jeu. En plus, avec l'idée de reverser 1% de leurs bénéfices au village du sud de Madagascar. Donc, il y avait cette volonté comme ça de changer une cause politique. Bon. En tout cas, je note de ton intervention, Isabelle, et aussi un petit peu de ce que disait Arnaud auparavant, que le souci de l'hyperréalisme, il est engagé déjà dans une trajectoire. Il fait partie d'un discours déjà. Et je trouve très intéressant de multiplier les formes, les niveaux d'accessibilité. On a vu des jeux très rétro, hyper simples. Dans nos expositions, on a des fans d'Anthropie qui ont créé des mini-jeux, probablement en quelques jours, voire quelques semaines, mais qui vont permettre d'être émotionnellement beaucoup plus convaincants que des jeux ratés très chers. Et quand on s'attache au contenu émotionnel, en fait, le réalisme des images, la définition des mondes n'a pas grande importance finalement. C'est vraiment important qu'on fasse des jeux. Et que donc qu'on fasse des jeux à l'école, pour pouvoir prendre de la distance par rapport à ces univers. Moi, j'aurais pas pu rêver une meilleure transition avec Marie, qui va nous faire des jeux justement. Merci Isabelle. Marie, it's your turn. So we're going to switch to English.